de ceux qui sont sur les chantiers où les risques existent, où ils font des métiers difficiles, dans des conditions notamment de travaux souterrains qui sont assez novatrices. Et nous avons eu à déplorer un accident mortel le 22 décembre dernier sur un de nos chantiers. Euh, je, Ça nous a profondément marqué. Je ne souhaite à personne de revivre avec ces équipes les heures que nous avons traversées, heures au cours desquelles une grande solidarité s'est exprimée, mais moment qui nous a rappelé notre responsabilité collective afin que chacun, une fois son travail terminé, puisse rentrer chez soi en forme. Je le dirai à plusieurs reprises, nous sommes à peu près à mi-parcours du Grand Paris Express entre 2010 et 2030. Et cette priorité, c'est la nôtre, c'est la mienne au quotidien. Et au-delà de tous les chiffres, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour à la réussite de ce projet si important pour l'Île-de-France et pour notre pays. Je vais axer ma présentation sur, autour d'un rappel global de ce qu'est le Grand Paris Express, de son acte 1, qui est le réseau de transport, mais aussi de son acte 2, qui est la possibilité qu'il donne à l'ensemble des territoires de reconstruire la ville autour des villes, autour de ce réseau, la ville dans la ville, et puis vous donner un certain nombre d'informations sur son avancement actuel, son organisation, la préparation de l'exploitation, son financement également. Et je compte sur vous pour préparer des questions et des réactions afin que cet échange soit le plus interactif possible. Et donc, conformément à ce qui m'a été indiqué, je m'efforcerai de terminer en moins de 40 minutes. Si on fait un zoom sur un peu de géographie, de démographie, sans surprise, l'agglomération parisienne est très concentrée autour de Paris, mais plus uniquement autour de Paris intramuros. La petite couronne se densifie également, ce qu'on voit sur cette planche, et de manière assez homogène dans toutes les points cardinaux. C'est un peu moins le cas sur la cartographie des emplois, où on a une forte densité dans Paris, l'hypercentre bien sûr, mais on voit aussi un certain nombre de territoires au sud-ouest, à l'ouest, la Défense et Rueil bien sûr, mais aussi au nord avec tout ce qui se développe autour de Saint-Denis et à l'est vers Vincennes. On pourrait aussi avoir la cartographie des sites d'enseignement, des sites de recherche qui sont si importants pour une métropole de classe mondiale comme Paris. Et on voit que quand on observe également les habitudes, les nôtres, celles de nos concitoyens, on n'habite plus toute sa vie au même endroit, on ne travaille plus toute sa vie au même endroit. Et donc, il est important de pouvoir avoir une offre de mobilité qui permet de se déplacer vraiment dans l'ensemble de la petite couronne parisienne, avec certains axes vers également d'autres secteurs en devenir. Une troisième planche, enfin, qui illustre une des justifications du schéma d'ensemble du Grand Paris Express, c'est le déséquilibre sociologique en région parisienne qu'on retrouve entre des territoires de l'ouest parisien, du sud-ouest, où la population est essentiellement une population de cadres, alors que sur la partie sud-est et nord-est, tout le grand est parisien, on voit une population qui est essentiellement d'ouvriers et nettement moins qualifiée. On a vu ça au moment des deux confinements en Île-de-France, où toutes les lignes de transport collectif qui desservaient ces territoires étaient objectivement très utilisées et parfois bondées malgré le confinement strict des mois du printemps. Et ça veut dire qu'on a des populations qui, à la fois, sont très dépendantes des modes de transport collectifs, mais également des populations dont le travail n'est pas télétravaillable, si vous me passez l'expression. Ça nous amène en gros, qu'est-ce que le programme du Grand Paris et du Grand Paris Express? C'est pour redonner un coup de boost, si vous me passez l'expression, à Paris dans la compétition des grandes métropoles, et Paris, pas seul, mais Paris comme porte d'entrée
porte d'entrée à la France, dans un contexte où les infrastructures de transport sont largement saturées, où de nombreux besoins de déplacement passent encore par le centre de Paris. C'est toute la philosophie qui avait conduit au moment enfin, c'est la conséquence du choix de réaliser les villes nouvelles et le RER au milieu du XXe siècle, avec ces lignes importantes à haut niveau de service qui traversent Paris et connectent les banlieues en banlieue, mais en passant par Paris. Enfin, contribuer au report modal, c'est apporter notre pierre, la lutte contre le réchauffement climatique et aux défis écologiques des années et des décennies à venir. Et enfin, j'en reparlerai un peu plus tout à l'heure, mais vous avez vu la carte qui constatait toute la partie est, que sur toute la partie est de la région parisienne, on avait cette population qui était peu qualifiés et pour laquelle quasiment la seule possibilité d'avoir accès aux emplois passe par le transport collectif et non par le véhicule individuel. Et enfin, la pénurie de logement. Il y a effectivement une pénurie de logement en France, elle est encore plus marquée en Île-de-France. Et ce qu'on appelle l'acte 2 du Grand Paris Express, c'est la capacité pour l'ensemble des collectivités et également aidées ou stimulées par la Société du Grand Paris, de prévoir l'aménagement et de reconstruire de nouvelles villes au cœur de la ville actuelle. Alors je le disais en introduction, le Grand Paris Express, aujourd'hui nous sommes à peu près à la moitié du chemin, puisque la Société du Grand Paris a été créée par la loi du 4 juin 2010. Et pour l'instant, le cap du Grand Paris Express a toujours été maintenu, malgré différentes alternances, des alternances locales, en particulier régionales, mais aussi des alternances nationales, puisque c'est une idée initiale euh, portée personnellement par le président de la République Nicolas Sarkozy, mais qui a été reprise, continuée par son successeur François Hollande et également par l'actuel président de la République Emmanuel Macron. Et donc, pour un projet aussi ambitieux que le Grand Paris Express, c'est évidemment un projet public, un projet d'intérêt national. Ce soutien, cette continuité est évidemment indispensable. Alors, certains disent, oh là, ça fait 10 ans et il ne s'est toujours rien passé, mais en fait, il s'est passé énormément de choses et j'y reviendrai en détail et on pourra échanger au cours des questions. Et il faut bien voir que nous allons mettre en service un réseau d'à peu près 200 km entre 2024 et 2030. C'est-à-dire qu'entre les premières idées et la réalisation complète, il se sera réalisé un peu moins de 25 ans. Le métro parisien, les premières idées datent de 1870. La première ligne 1901. Alors effectivement, au début du 20e siècle, on réalisait une ligne de métro en 18 mois. Nous mettons nettement plus de temps. Mais l'ensemble du réseau s'est réalisé effectivement jusqu'à la fin des années 20, début des années 30. Donc on est sur des ordres de grandeur assez équivalents à ce qui a pu se faire au cours des siècles précédents. Et on est effectivement la troisième génération de grands projets de transport en Île-de-France, le métro parisien au début du XXe siècle, le RER et les villes nouvelles, déjà ce lien entre transport et aménagement et urbanisme, incarné par Paul Delouvrier dans les années 60, et le Grand Paris Express, donc au début du XXIe siècle. Donc notre cadre de référence, c'est la loi du Grand Paris et ce que vous avez sous les yeux qui s'appelle un schéma que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez au sujet, ce qu'on appelle le schéma d'ensemble et donc qui définit les 4 nouvelles lignes de métro qui, avec le prolongement de la ligne 14, vont constituer le Grand Paris Express. Ce schéma d'ensemble qui découle de débats publics qui sont tenus en 2010 et d'une convergence de vues entre les projets portés par les services de l'État et les projets portés par les services du Conseil régional et par leurs dirigeants, évidemment, les présidents de région et ministres. Donc le schéma d'ensemble s'articule autour
de plusieurs lignes. La ligne 14 actuelle, donc qui est prolongée depuis quelques semaines jusqu'à Mairie de Saint-Ouen, sera prolongée jusqu'à une nouvelle gare Saint-Denis-Pleyel au nord et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Donc la ligne 14 que vous connaissez pour ceux qui pratiquent la région parisienne, voit son linéaire à peu près doublé et l'ensemble de cette ligne sera mise en service au printemps 2024. Une seconde ligne, c'est la ligne 15, qui est une rocade complète en petite couronne, pas tout à fait une rocade circulaire, puisqu'au niveau de Champigny, elle se prolonge jusqu'à Noisy-Champs, et donc c'est une ligne qu'on appelle soit en spirale, soit en escargot, qui se déploie autour de Paris. La ligne 16 part, elle, de Saint-Denis-Pleyel et va rejoindre Noisy-Champs, traversant essentiellement le département de Seine-Saint-Denis. La ligne 17 part également de Saint-Denis-Pleyel et rejoint Le Mesnil-Amelot en passant par les deux plateformes aéroportuaires du Bourget et de Roissy, ainsi que le parc des expositions. Et enfin, la ligne 18 part, elle, de l'aéroport d'Orly et rejoint Versailles en passant par le plateau de Saclay. Donc, ce schéma d'ensemble, avec ce qu'on appelle les lignes au-delà de 2030, en fait, cette ligne qui prolonge la ligne 17 au sud, avec 3 nouvelles gares, Colombes, la Garenne Colombes et Rueil. Tout ceci correspond à 200 km de nouvelles lignes de métro et 68 gares. Parmi lesquelles vous aurez noté que la gare de Saint-Denis-Pleyel va devenir une gare de correspondance très importante, puisque s'y rejoignent les trains des lignes 14, 15, 16 et 17. Et donc, on va avoir aux portes de Paris, juste au nord de Paris, une nouvelle zone de correspondance essentielle pour le territoire de la Seine-Saint-Denis, mais plus globalement pour l'ensemble du territoire francilien. Ce réseau de 200 km et ses 68 gares, plus des 2 tiers des gares seront en correspondance avec le réseau ferré, RATP, SNCF. Et donc, on a à la fois un travail sur notre propre réseau et sa mise en exploitation, mais aussi une synergie très importante avec nos collègues de SNCF Réseau et RATP pour préparer l'ensemble des aménagements qui permettront les correspondances dans les meilleures conditions. Et également, avec l'ensemble des collectivités, nous travaillons fortement sur ce qu'on appelle tous les pôles de transport, les pôles multimodaux, autour de chaque gare pour que les rabattements, quels qu'ils soient, que ce soit les mobilités actives, la marche ou le vélo, mais aussi les transports collectifs plus traditionnels, notamment les autobus, les connexions, les correspondances soient les plus fluides possibles. Donc je le disais, 2 millions de voyageurs quotidiens sur l'ensemble du réseau, un réseau qui est à 90% en souterrain, puisque on a 2 sections aériennes. C'est une section de 5 km sur la ligne 17 entre les gares du Triomphe de Gonesse et le parc des expositions, une section plus importante de 15 km entre Palaiseau et Saint-Quentin sur la ligne 18, qui sont les 2 seules sections aériennes, sinon l'ensemble du réseau est en souterrain, ce qui conduit à des prouesses technologiques assez importantes et des challenges que l'ensemble des ingénieries et des entreprises ont su relever avec une créativité, une rigueur et des capacités d'innovation qui nous rendent assez admiratifs au quotidien et que nous accompagnons dans leur réalisation. Nous sommes aussi en charge donc de réaliser les gares, je l'ai dit, mais également des centres d'exploitation pour à la fois la maintenance des infrastructures et la maintenance du matériel roulant et l'exploitation, donc les postes de commande centralisés, un poste pour la ligne 15, un poste pour les lignes 16 et 17, un poste pour la ligne 18, sont conçus, réalisés, testés et seront mis en exploitation par la Société du Grand Paris. Dans le cadre d'une convention avec Île-de-France Mobilité, nous achetons le matériel roulant qui est après propriété d'Île-de-France Mobilité, mais le matériel roulant étant très fortement, son fonctionnement et sa sécurité sont fortement imbriqués avec l'ensemble du système de transport, il était objectivement
beaucoup plus simple, même si c'est pas un long fleuve tranquille, d'avoir dans les mains d'un seul maître d'ouvrage et surtout d'un seul marché l'ensemble de la conception et de la validation du matériel roulant et des automatismes de conduite. Ce matériel roulant aujourd'hui, il est en construction. Pour les lignes 15, 16 et 17, c'est l'entreprise Alstom qui a remporté ce marché. Et donc là, ce ne sont pas des images de synthèse, mais c'est bien l'image d'une voiture de ce matériel qui est à l'échelle 1, une maquette, et que vous pouvez voir dans un endroit qui s'appelle la Fabrique du métro, qui est situé à Saint-Ouen, et dont je reparlerai tout à l'heure, qui évidemment, c'est un espace muséal, donc en ce moment il est fermé, mais c'est un espace qui vous accueille en tant que particulier ou en tant que professionnel, dès lors que les mesures sanitaires le permettent. Par rapport au métro parisien que nous connaissons, le Grand Paris Express est un métro de gabarit plus important, avec des interstations plus larges. Et donc, on a une vitesse commerciale de l'ordre de 60 km/h. Donc, c'est la vitesse moyenne. La vitesse de pointe est à 100 km/h. Et donc, on a un niveau de service et une capacité de voyage qui est nettement plus conséquente que celle du réseau parisien, le réseau parisien à l'intérieur du périphérique. Et donc, les trains les plus longs sont sur la ligne 15, qui est la ligne la plus chargée parmi les 4 lignes nouvelles, 15, 16, 17 et 18. Quelques points de repère sur le Grand Paris Express dans le monde. Avec le Grand Paris Express, donc à la fin de la décennie, le réseau de métro parisien sera dans le peloton de tête de l'ensemble des grandes métropoles mondiales. Évidemment, Pékin, je crois que Pékin, à la fin de l'année, aura déjà dépassé les 1000 km de métro. Shanghai l'a déjà fait. Dans les métropoles non asiatiques, on reste avec des rythmes de croissance plus traditionnels, je dirais. Et donc, la métropole parisienne sera effectivement dans ce peloton de tête. Une question qui nous est souvent posée, c'est pourquoi un métro automatique? Le métro automatique donne une souplesse d'exploitation très importante, en permettant de réguler à partir d'un seul poste de commande l'ensemble de l'exploitation du réseau, de répondre à des charges et de vraiment répondre à la demande. C'est une technologie qui est mise en œuvre petit à petit à travers le monde, et on est vraiment, avec le Grand Paris Express, complètement dans la tendance. Donc, on n'est pas dans une rupture technologique majeure. On est sur une technologie qui est maintenant bien maîtrisée par l'ensemble des ingénieries et des constructeurs de matériel et de signalisation, et qui nous permet, avec vigilance, mais globalement assez sereinement, de pouvoir nous dire que nous allons réussir ce challenge de mettre en service ces 200 km entre 2024 et 2030. L'acte 2 du Grand Paris Express, donc, ce sont tout ce qui se passe autour des gares. Le Grand Paris Express n'est pas uniquement un réseau de transport, et nous avons dans ce qui est ressorti des concertations avec les collectivités, avec les débats publics, il y a vraiment eu ce besoin de dire, d'accord, un nouveau réseau de transport, d'accord, des nouvelles possibilités d'accès aux sites, aux universités, aux instituts de formation, à différents bassins d'emploi, mais ne massacrons pas, ou profitons de cette opportunité pour réfléchir sur nos quartiers de gare. Donc, ce sont des gares qui ont une émergence, donc qui se voient, qui s'imposent dans le paysage. Ce sont des gares aussi qui ont une accessibilité 100% par rapport aux personnes à mobilité réduite. Des gares qui sont résolument dans le XXIe siècle en étant numériques. Et puis des gares où on va s'efforcer d'avoir un côté pratique important. Nous avons une équipe assez conséquente qui travaille sur ce qu'on appelle le parcours voyageur, avec un certain nombre de designers, d'architectes, mais aussi des associations d'usagers, des associations de la Fédération française des personnes handicapées, pour voir les moindres petits détails
et faire en sorte que notre conception, et donc le référentiel des gares que nous avons confié à nos maîtres d'œuvre, se retrouve du quai, enfin du train, jusqu'au parvis, avec une signature Grand Paris Express pour des gares globalement efficaces. Autour du Grand Paris Express, on a la Société du Grand Paris a aussi la compétence de réaliser un certain nombre de projets immobiliers, de projets connexes, qui soient des logements, des équipements, des bureaux, directement autour ou voire au-dessus des gares ou des ouvrages annexes, des ouvrages de, de ventilation ou de secours pour le réseau souterrain. Et donc un certain nombre de partenariats sont déjà bien enclenchés, notamment sur la ligne 15 Sud ou sur la ligne 16, avec les collectivités. Nous définissons un programme et puis nous préparons la réalisation de ces nouveaux équipements, de ces nouveaux mètres carrés qui seront mis à la disposition des différents usagers, que ce soit pour le logement, du bureau ou des équipements collectifs. Et je crois que ce travail partenarial est vraiment important. On sent que les collectivités sont très réceptives à cette démarche, très conscientes aussi de l'enjeu, des responsabilités qui sont les leurs. Ce qu'elles vont façonner autour des gares va impacter le territoire de leur commune, de leur département, pour plusieurs décennies, voire pour un siècle. Donc il y a toujours une certaine appréhension par rapport à la décision à prendre de pouvoir ou non se lancer dans telle ou telle direction. Il y a un enjeu très fort de dialogue avec l'ensemble des opérateurs concernés, communes, intercommunalités, départements, mais aussi les opérateurs de transport, les divers concessionnaires de réseaux, quels qu'ils soient. Et la Société du Grand Paris s'implique dans toute cette démarche dans le cadre d'études de pôle qu'elle cofinance largement, pour rassembler l'ensemble des acteurs autour de la table et, décider. Et en fait, même si certains, parfois à juste titre, trouvent que nos travaux mettent du temps, parfois nos travaux et nos études et nos travaux sont plus rapides que des décisions liées à l'aménagement urbain autour de ces quartiers. Et donc, nous sommes en permanence en train de faire converger et les calendriers et les enjeux de développement et d'aménagement urbain autour de ces quartiers. Quelques chiffres. Ça, c'est tout ce qui est tous les mètres carrés qui vont être créés par la Société du Grand Paris en partenariat avec les collectivités. Et donc, c'est tout ce qui est lié directement aux ouvrages du Grand Paris Express, donc de l'ordre de 1 million de mètres carrés. Mais ce qui est important, c'est, je voudrais que vous gardiez deux chiffres en tête. C'est aujourd'hui, si on prend ce qui est à 10 minutes de chaque gare, la superficie correspondant à la somme des 68 fois 10 minutes de chaque gare, c'est 1,5 fois Paris Intramuros. Et donc, c'est-à-dire que globalement, avec le Grand Paris Express, en moins de 10 ans, de 2024 à 2030, potentiellement va être impactée une superficie qui est égale à 1,5 fois Paris. Et aujourd'hui, dans cet espace-là, l'ensemble des projets de ZAC, d'aménagement, d'opérations, d'urbanisme et autres, ça représente déjà un potentiel de 35 millions de mètres carrés qui sont aménageables. Donc, ce sont des chiffres assez vertigineux, et c'est vraiment la deuxième brique du Grand Paris Express qui se met en musique maintenant. La première, le réseau de transport, est loin d'être terminé, je pourrais vous en reparler, mais c'est bien d'avoir en tête cet enjeu que, au-delà du réseau de transport, c'est vraiment l'ensemble des usages de la ville que nous contribuons à faire évoluer en liaison avec les collectivités pour les générations à venir. Quelques éléments macroéconomiques sur ce projet, hein, donc un projet de 35 milliards d'euros valeur 2012, donc un effort assez conséquent, un investissement qui est financé par la puissance publique et qui, pour nous responsabilise fortement. 35 milliards d'euros, c'est un volume d'investissement avec lequel on pourrait faire des collèges, des hôpitaux, des palais de justice, enfin, tous les enjeux importants qui sont liés à l'investissement public. Là, la collectivité a décidé
cet investissement pour ce réseau de transport et la refonte de la ville qui va autour. Un conseil scientifique a été créé dès le début de la Société du Grand Paris, conseil scientifique économique, qui accompagne la Société du Grand Paris, notamment au moment des premières déclarations d'utilité publique, des premières enquêtes publiques, qui a été fortement vu, expertisé, contre-expertisé, notamment par les services du plan et du service du Premier ministre. Donc, globalement, on estime qu'il y a plus de 60 milliards d'euros d'avantages socio-économiques pour le projet. La croissance apportée par le nouveau système de métro est de plus de 115 000 emplois et un PIB additionnel de l'ordre de 10 à 20 milliards d'euros par an. Je précise que l'ensemble de ces résultats ont été pris sur des hypothèses conservatrices ou des hypothèses minimales. À chaque fois, on veillait, notamment quand nous étions un peu trop enthousiastes, les contre-experts nous ramenaient dans un chemin plus raisonné et plus prudent. Et donc, c'est un investissement à l'échelle de la métropole parisienne qui est largement gagnant dès les premières années des mises en service. Et j'insiste dessus, il est gagnant à la fois par le côté mobilité, mais il est aussi gagnant par le côté nouveaux aménagements urbains et nouvelles villes autour des gares. Donc, quelques temps de parcours importants qui vont évoluer à partir de 2024 pour les usagers. Les usagers qui sont à la fois les visiteurs occasionnels, mais aussi et surtout les habitants de l'Île-de-France ou ceux qui travaillent, et tout au long de leur vie. À un moment, ils sont étudiants, à un moment, ils accèdent à un emploi, puis à un autre emploi. Et de temps en temps, évidemment, ils peuvent avoir besoin d'aller se faire soigner ou de rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé. Si ma souris me redonne... Voilà, quelques cartes qui avaient été réalisées par l'atelier parisien d'urbanisme, donc qui sont toujours assez parlantes. Ce sont les isochrones à 45 minutes. Ici, à gauche, la gare de Clichy-Montfermeil. Actuellement, en 45 minutes en transport en commun, vous avez accès à ce territoire. En 2030, en transport en commun, vous aurez accès à un territoire, enfin la population depuis Clichy-Montfermeil aura accès non seulement à la grande majorité de Paris, y compris toute la partie parisienne où les emplois sont importants, mais également tout le sud-est et tout le nord-ouest, y compris les sites de la Défense. Pareil pour un autre exemple à partir d'Orsay, le plateau de Saclay et ses espaces, ces sites de recherche et ces sites de formation qui donnent une isochrone beaucoup plus importante, à la fois pour les étudiants qui y sont, mais aussi pour les enseignants, les chercheurs ou les professionnels qui viendront y travailler et qui pourront donc avoir une zone où résider qui est nettement plus large que la zone actuelle, sans avoir des contraintes de transport au-delà de grosso modo 45 minutes, qui est la contrainte de transport qu'on a pour habitude de trouver comme étant la raisonnable en Île-de-France. Également à propos pour les deux aéroports, puisque le Grand Paris Express desservira à la fois Orly par la ligne 14 et 18 et la plateforme de Roissy par la ligne 17 qui est elle-même connectée à la gare de Saint-Denis-Pleyel, donc aux lignes 15 et 16. Si on rentre un peu dans la réalisation, le Grand Paris Express a été un pari assez, sans mauvais jeu de mots, essentiel de mobilisation de l'ensemble des forces vives industrielles françaises, à commencer par les ingénieries qui nous accompagnent depuis 2013 et les premiers marchés de maîtrise d'œuvre.
la totalité des ingénieries françaises, des grandes ingénieries françaises et j'espère que certains ne m'en voudront pas dire les ingénieries entre guillemets secondaires ou plus spécialisées sont mobilisées fortement sur le Grand Paris Express. Certains bureaux d'études étrangers qui venaient de régulièrement travailler en France apportent également un appoint à certains groupements. À ce jour, des 18 marchés de génie civil ont été attribués. Un marché de génie civil, ça correspond à un tronçon de ligne, grosso modo quelque chose qui, du côté de la maîtrise d'ouvrage comme du côté de l'entreprise, tient dans un cerveau normalement constitué, mais pas quelqu'un de 25 ans, mais plutôt quelqu'un qui a un peu de bouteille. Et donc les marchés de génie civil vont de l'ordre de 250 millions d'euros à 1500, enfin 1,5 milliard d'euros. Et donc, nous avons 18 marchés qui sont aujourd'hui attribués et qui tournent sur l'ensemble des lignes 15, 16, 17 et 18. De nouveaux marchés sont régulièrement attribués. J'y reviendrai tout à l'heure avec une carte. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un impact économique important sur le long terme. Nous avons aussi un impact économique à très court terme. Puisque aujourd'hui, sont plus de 3000 entreprises qui interviennent sur le Grand Paris Express, dont 2300 PME, voire TPE, avec des entreprises qui ont très peu de salariés. Mais c'est quelque chose qui était dans notre top 5 des priorités pendant les confinements, et en particulier le premier confinement, c'est comment nous assurons toujours notre capacité à payer nos fournisseurs. Le Grand Paris Express, c'est plus de 3,5 milliards d'euros injectés par an dans l'économie par la Société du Grand Paris. Donc c'est quelque chose qui est absolument vital. Et le télépaiement et l'ensemble de la dématérialisation nous a permis de poursuivre le paiement de nos fournisseurs et même de réduire les délais de paiement de nos fournisseurs depuis 12 mois. Et nous savions que c'était absolument indispensable pour l'ensemble du tissu économique avec lequel nous mettons en œuvre ce projet qui nous fascine tous. Nous avons une ambition importante en termes de formation et d'insertion. Je disais tout à l'heure sur les PME, aujourd'hui, en liaison avec les entreprises, nous avons porté à 10% la part des travaux qui a vocation à être sous-traité à des PME. Et depuis le début de nos marchés de génie civil, sont plus de 2000 personnes qui ont été insérées, qui sont passées en insertion dans le cadre de nos chantiers. Et donc, plus de 2 millions d'heures d'insertion réalisées, avec ce qui est d'abord le fruit d'un partenariat important entre les collectivités, les organismes de formation et les entreprises. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, voire très bien, puisque les objectifs que nous avions sont régulièrement dépassés. Et collectivités et entreprises nous disent on doit pouvoir faire plus, et on fait plus, et donc on améliore on rehausse régulièrement nos objectifs d'heures d'insertion dans le cadre des marchés que nous passons. Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la Société du Grand Paris a 18 tunneliers en action. Et je crois que c'est la première intervention que je fais où je dis ça y est, le pic est derrière nous. On en a eu 20, mais les tunneliers arrivent au bout de leur course. Et donc, certains sont arrêtés. Et cette année, nous avons plus de tunneliers qui vont s'arrêter, qui vont terminer leur creusement, que de tunneliers qui vont démarrer. Donc, on a eu un premier pic là, de 2020, début 2021. Il y aura un second pic, mais moins marqué, avec les lancements des marchés en conception-réalisation à partir de 2024. Concrètement, sur cette carte, je vous prie de bien vouloir excuser la faible qualité. Sur la tronçon sud de la ligne 15, qui est entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, en gros, il faut avoir en tête qu'à la fin de l'année, l'ensemble du linéaire, soit 39 km, aura été creusé. Les premiers travaux ont commencé en 2017 et fin 2021, l'ensemble du tronçon sud de la ligne 15 aura été creusé. Et on a déjà un certain nombre de tunneliers qui ont achevé leur course et qui sont démontés.
Sur la ligne 16, entre Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs, donc cette carte a été mise à jour au mois de novembre, mais le dernier marché entre Noisy-Champs et Clichy, le dernier marché de génie civil a été attribué le mois dernier par l'Institut du Grand Paris, donc l'ensemble des marchés sont attribués. Et nous avons aujourd'hui, je mets de côté le tronçon sud, mais nous avons aujourd'hui 7 tunneliers qui creusent. Sur la ligne 17, la partie sud, entre Le Bourget, RER et le triangle de Gonesse, le tunnelier Florence, qui est le premier tunnelier baptisé du nom d'une des collaboratrices de la Société du Grand Paris, a démarré son creusement, et celui-ci se passe bien. Et enfin, sur la ligne 18, cette carte date de novembre 2020, donc le second tronçon de la ligne 18 est aujourd'hui un lot attribué, la partie aérienne à l'ouest de Palaiseau. Et donc, sur cette ligne 18, nous avons, pendant le confinement du printemps 2020, attribué le premier marché souterrain à l'est, entre Orly et Palaiseau. Et le deuxième marché, entre Palaiseau et Saint-Quentin, a été attribué à la fin de l'année dernière. Donc, globalement, en résumé, je vais peut-être commencer, peut-être aussi donner des informations sur la ligne 14, qui est dont les maîtrises d'ouvrage de prolongement de la ligne 14 au sud. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux a été déléguée à la RATP. L'ensemble des tunnels sont réalisés. Sur le tronçon sud de la ligne 15, l'ensemble des tunnels va être réalisé à la fin de cette année, dans le courant de l'année. Sur la ligne 16, entre Saint-Denis-Pleyel et Clichy-Montfermeil, l'ensemble des tunnels sera terminé à l'horizon fin 2022. Pareil pour la ligne 17. Et enfin, c'est un an plus tard pour la ligne 18. Nous sommes maintenant dans la phase de réalisation à la fois des travaux de voies ferrées. Nous avons aujourd'hui posé les 3 premiers kilomètres de voies sur la partie est du tronçon sud de la ligne 15, autour de Champigny-sur-Marne et du site de maintenance de Champigny-sur-Marne. Donc nous travaillons à la fois sur cette partie voie ferrée et porteur aérien de contact, mais également nous travaillons sur l'ensemble des marchés d'aménagement des ouvrages annexes, ouvrages de ventilation, ouvrages de secours, mais aussi marché d'aménagement dit seconde œuvre pour les gares. Les 4 premiers marchés de seconde œuvre ont été notifiés: gare de Saint-Denis-Pleyel, la Courneuve-Siroute, le Bourget RER et le Blanc-Ménil. Et nous avons à peu près une quarantaine de marchés d'aménagement que nous allons notifier dans les 18 mois pour réaliser l'ensemble des équipements, des ouvrages de service, des ouvrages annexes et également des gares voyageurs pour les sections du Grand Paris Express qui seront ouvertes à l'horizon 2024-2026. Sur les mises en service, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la ligne 14 Sud jusqu'à l'aéroport d'Orly d'une part, jusqu'à Saint-Denis-Pleyel et la gare de Saint-Denis-Pleyel sera ouverte à l'horizon au printemps 2024, donc avant l'été 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Aujourd'hui, si on reste sur la partie nord du Grand Paris Express, sur la ligne 16 sur Toumasso et entre Saint-Denis-Pleyel et Clichy-Montfermeil et 16-17 sur le Bourget Aéroport, on est sur plusieurs scénarios de mise en service, entre un tronçon, 2 tronçons, 3 tronçons, 2 puis 1 puis 2, les 3 simultanément, entre l'automne 2024 et la fin 2025. Mais on est vraiment à cette échéance, donc fin 2025, les 3 tronçons seront mis en service. Fin 2025, c'est également l'horizon de mise en service pour les 39 km. Enfin, les 39 km de tunnel, mais les 36 km pardon, de la ligne 15 sud du tronçon sud de la ligne 15 entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, donc ça fin 2025. Mi-2026, la première section de la ligne 18 entre CEA et Massy-Palaiseau, et mi-2027, Massy-Palaiseau et aéroport d'Orly. Et le reste du Grand Paris Express,
Pardon, il reste une mise en service intermédiaire à l'horizon. Il reste 2 mises en service à l'horizon 2028. Triangle de Gonesse, parc des expositions sur la ligne 17, bouclage de la ligne 16. Et enfin, 2030, c'est le bouclage de la ligne 15 avec Champigny, Pont de Sèvres par le nord, le bouclage de la ligne 18 entre Saint-Quentin et Versailles et le bouclage Comédie-Lamelot de la ligne 17. Quelques informations sur ce qu'on appelle les tronçons est et ouest de la ligne 15. Sont 2 tronçons pour lesquels, compte tenu de la complexité d'une part de la géologie et d'autre part des enjeux importants de mise en service simultanée de cette ligne avec les aménagements sur l'ensemble des gares de la ligne 15, des tronçons est et ouest. En 2018, la Société du Grand Paris a retenu le choix de la conception-réalisation, donc de confier à la fois la conception et la réalisation de l'ensemble du génie civil, des aménagements, de la voie ferrée, de la ventilation, de l'alimentation électrique à un seul titulaire, et donc d'allotir cette ligne en 4 lots, 2 pour le tronçon ouest, 2 pour le tronçon est. Et donc c'est une évolution assez forte, puisque jusqu'à présent la Société du Grand Paris travaillait avec des maîtres d'œuvre et des entreprises titulaires. Là, on va avoir des groupements de concepteurs et de réalisateurs qui vont intervenir. Les consultations ont été lancées pendant le premier confinement, donc au printemps 2020 pour le premier tronçon qui est la partie sud de la ligne 15 ouest. Et nous en sommes maintenant à 3 consultations en cours, les 2 sections du tronçon ouest, la section sud du tronçon est, et l'ensemble de ces marchés sera attribué, ces 4 marchés, ces 4 lots seront attribués avant 2024 pour des mises en service en 2030. J'étais un peu long sur cette diapo, mais en termes de calendrier, je pense que c'est celle qui permettait de donner le plus d'informations. Rapidement, le modèle de la Société du Grand Paris, c'est que nous sommes constructeurs. La RATP, de par la loi, sera le mainteneur de l'infrastructure et l'exploitant n'est pas connu. Il sera désigné après appel d'offres par Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité qui, une fois la ligne mise en service, rémunérera et son mainteneur et son exploitant et la Société du Grand Paris via une redevance d'utilisation de l'infrastructure. Un zoom sur la Société du Grand Paris, qui est pas dire un ovni, mais une création totalement novatrice dans la division des maîtres d'ouvrage, puisque c'est un maître d'ouvrage public, mais qui dispose de recettes dédiées, d'une capacité d'emprunt et d'une capacité d'embauche propre, ce que l'on ne dispose pas une administration et cette capacité d'embauche, alors que nous n'avons pas de recettes liées à l'exploitation ou de recettes liées au fonctionnement de notre établissement. Alors, si ma souris veut bien revenir, nous étions un peu moins de 250 fin 2018. À la fin de l'année, nous aurons multiplié par 4 nos effectifs. C'est un vrai challenge pour nous de constituer nos équipes et surtout de créer la cohésion indispensable à l'ensemble des métiers de la maîtrise d'ouvrage, encore plus à distance. Tout le monde a relevé des challenges importants depuis un an. Nous en avons relevé également de notre côté, notre humble échelle, c'est d'accueillir plus de 300 personnes à distance, en télétravail ou en télétravail intégral ou en télétravail très marqué. Et donc, ce qui nous conduit à relever d'ingéniosité pour être capable de les intégrer, de conserver notre culture de maître d'ouvrage vis-à-vis de ce projet. Du point de vue financier, les 35 milliards d'euros de la Société d'investissement sur le Grand Paris Express sont fondés sur 3 types de recettes. Une recette fiscale affectée de l'ordre de 700 millions d'euros par an, d'éventuelles subventions européennes et des emprunts sur les marchés financiers. C'est cette diapo qu'il faut que vous gardiez en tête.
Aujourd'hui, grâce à l'emprunt pour lequel nous avons sécurisé aujourd'hui plus de 15 milliards d'euros, nous pouvons réaliser le Grand Paris Express et le financer et payer nos entreprises jusqu'en 2030. Et en 2030, la Société du Grand Paris aura terminé sa mission de construction et il restera une équipe qui gérera la dette jusqu'à aujourd'hui à peu près au-delà de 2070, fondée sur les recettes fiscales qui sont de l'ordre de 700 millions d'euros par an. Donc, ce qui n'était pas nécessairement évident aujourd'hui pour la Société du Grand Paris, c'est que nous sommes devenus le premier émetteur de dette verte au sens développement durable, qui n'est pas un émetteur souverain. Et effectivement, il y a un appétit très fort des marchés pour investir dans le Grand Paris Express, y compris pendant le confinement, y compris il y a quelques semaines, alors que la crise sanitaire est là depuis quasiment un an. Et donc, c'est la confiance de l'ensemble des marchés pour le modèle du Grand Paris Express, pour la Société du Grand Paris et pour tout le réseau de transport ainsi que la rénovation de la ville qui accompagne ce réseau. Pour en savoir plus, on va pouvoir passer aux questions. Je voudrais simplement vous signaler que nous avons créé la fabrique du métro, donc qui est cet espace qui est situé à Saint-Ouen, qui fait des portes ouvertes virtuelles. Et si vous ne pouvez pas venir aux portes ouvertes, vous tapez fabrique du métro visite virtuelle sur votre navigateur et vous pourrez vous promener à travers votre écran dans la fabrique du métro et avoir accès à plus de 200 vidéos ou informations en prenant l'ensemble des caractéristiques. Ça va du design du mobilier des gares aux caractéristiques des sols du Grand Paris, en passant par l'ensemble des technologies liées au tunnelier. J'ai un peu dépassé mon temps de parole, je vous prie d'en bien vouloir m'en excuser et je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez à me poser. Eh bien, un grand merci. C'était fort intéressant. Alors, je vais passer la parole à Gildas Potin, qui avait une première question qui était un peu en lien justement avec ce côté innovation. Gildas? Oui, bonjour. Alors, merci pour cette présentation, toujours très intéressante de voir le développement de ce chantier colossal. Ma question portait effectivement sur les sujets liés à la diminution de l'empreinte carbone dans un chantier de cette ampleur, aussi bien au niveau de la conception des gares, des tunnels, mais bien sûr au niveau des chantiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors il y a plusieurs volets de réponses. Aujourd'hui, il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est pour le transport des matériaux excavés. On a aujourd'hui mis en œuvre un certain nombre de terminaux fluviaux et un terminal ferroviaire pour limiter les transports par la route, hein, puisque le transport routier est essentiellement à base de moteurs thermiques, alors que sur le ferroviaire en particulier, on est en alimentation électrique et sur le fluvial, on a des rendements qui n'ont rien à voir. Le deuxième, c'est on a lancé un appel à projet d'ailleurs sur ce sujet, sur les bétons bas carbone, où depuis quelques mois, on constate qu'on devrait être capable, avec vous, de pouvoir promouvoir avec des volumes qui sont ceux du Grand Paris Express, des technologies qui sont, je ne vais pas dire balbutiantes, parce qu'elles sont largement au-delà du balbutiement, pour permettre de le mettre en œuvre sur nos ouvrages, que ce soit les tunnels ou alors les ouvrages des gares ou des ouvrages annexes. Ok, je vais passer la parole à Philippe Monscourt, qui est une question plus sur la forme du réseau proprement dit vis-à-vis de la grande banlieue. Oui. Philippe Monscourt? Ah, il n'active pas son micro. Le micro est coupé, en tout cas. Oui. Alors, je vais lire la question. La question, elle concernait donc des échanges qui ont lieu entre Val d'Europe, Roissy, Melun, Meaux, Torcy, etc.,
et donc des flux qui se reportent sur des trajets à long détour, par exemple Val d'Europe vers Roissy via les Halles ou Lagny-Melun sur une francilienne encombrée. Pourquoi les grandes banlieues sont-elles oubliées de la Société du Grand Paris? Je ne sais pas si la question est claire, mais c'est sans Si, doute un si, si, problème si, de c'est grande liaison. d'accord. Je ne sais pas si elles sont oubliées de la Cité du Grand Paris. Elles sont peut-être pas, ne figurent pas dans le schéma d'ensemble, on va dire. Je j'ai pas l'ensemble des connaissances d'urbanisme et de développement. Ce qui est clair, c'est que le c'était les planches que j'ai montrées au début. La décongestion et le bouffée d'oxygène qu'apportera le Grand Paris Express sur la petite couronne bénéficiera à l'ensemble des déplacements. Et effectivement, si pour certains déplacements, on pourra être amené à encore devoir passer par le centre de Paris, quoi qu'on pourra toujours faire deux correspondances via la ligne 15, donc je rappelle qui est connecté avec l'ensemble des lignes de RER et qui est connecté avec enfin, qui évite le centre parisien avec un niveau de service supérieur à celui du métro sur la ligne 1 à 14. On a d'abord mis, enfin, la mission SC du Grand Paris, c'est bien de gérer ces enjeux sur la petite couronne et pour la grande couronne. L'effort a été mis sur le plateau de Saclay jusqu'à Versailles et Orly d'un côté et la desserte du Midi-Lamelot. Je ne connais pas du tout les trafics entre Marne-la-Vallée et Roissy ou autre. Je ne peux pas vous apporter de réponse à ce niveau-là. Alors, une autre question de Alain Lasslaz. J'ouvre son micro sur le risque d'inondation. Alain? Alain, tu peux parler? Bon, je prends le relais également pour ne pas prendre trop de temps. La question, c'est est-ce que la prise en compte du risque d'inondation du type crue de la Seine 1910 est traduite par des aménagements particuliers? La réponse est oui, y compris au-delà, hein, puisqu'on a des aménagements particuliers tant dans la conception, mais aussi dans les méthodes d'exécution et les phases de travaux. On a pris en compte l'ensemble des plans inondation qui sont régulièrement mis à jour par les préfectures. Je n'ai pas d'exemple spécifique à vous indiquer au-delà des dispositifs de protection, de fermeture et de pompage qui sont mis en œuvre et qui seront confiés aux mainteneurs, dont c'est évidemment l'une des préoccupations majeures. Autre question sur les liens entre les lignes du Grand Paris Express et le Charles de Gaulle Express. Le nom, un des trois noms. Il y a pas de autant pour certains aménagements de transport en Île-de-France, les aménagements liés au RER, le prolongement du RER-E, le projet EOL à l'ouest, certaines correspondances. La Société du Grand Paris cofinance un certain nombre d'interventions, vous l'avez vu sur un de nos diapos. Sur le Charles de Gaulle Express, il n'y a aucune. La Société du Grand Paris ne cofinance pas. Il n'y a pas de gare partagée. Et il n'y a pas d'infrastructure partagée non plus. Donc c'est un des éléments du paysage des transports d'Île-de-France dont aujourd'hui, de mémoire, la mise en exploitation est prévue à l'horizon 2025 et qui est pris en compte dans l'ensemble des études de trafic qui avaient été pris en compte à l'occasion de la conception et qui sont maintenant pris en compte dans nos prévisions pour les premières années d'exploitation. D'accord. Et une autre question de Michel Royer-Muller, si tu peux prendre la parole, Michel. Oui. Oui, bonjour, bonjour monsieur. J'avais une question sur les travaux des parties aériennes. Où est-ce que vous en êtes dans les aménagements donc, de ces viaducs aériens, à la fois au nord sur la ligne 17 et puis celle sur la ligne 18, qui d'ailleurs ne devait-elle pas être entièrement remise au sol, la ligne 18? D'accord.
Alors, je commençais par le nord. La ligne 17, cette année, nous recevons les offres et nous prévoyons d'attribuer en début d'année prochaine les travaux de la section aérienne de la ligne 17. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de travaux en cours. Sur la ligne 18, sur le plateau de Saclay, pour la section aérienne d'une quinzaine de kilomètres, donc le marché a été notifié au mois de décembre 2020, donc il y a quelques semaines. Et effectivement, une enquête publique se déroulera à l'été, à la suite qui visera un certain nombre de modifications, dont le passage au sol de la partie ouest, donc d'une partie, hein, pas de tout le linéaire aérien, de la ligne 18 sur ce secteur-là. Donc, concrètement, la moitié, si l'enquête publique recueille un avis favorable et si la déclaration d'utilité publique est prise, la section aérienne de la ligne 18 sera pour moitié en viaduc et pour moitié au sol. Et les travaux de la partie en viaduc démarrent cette année. Autre question de Patrick Guiraud. Tu dois pouvoir ouvrir ton micro, Patrick. Patrick. Alors, il est peut-être. Alors, sa question, c'était sur l'incidence du Covid sur les prévisions de flux passagers. Alors, ce qu'on a vu pendant la. Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein. Ce qu'on a vu pendant toutes les crises, et ce que je disais notamment pendant le premier confinement, ça a beaucoup marqué l'ensemble des opérateurs, hein. C'est donc sur ce qu'on voyait sur la Seine-Saint-Denis, le trafic important d'emplois non télétravaillables. Et donc ça, pour la partie est de la ligne 15 et la ligne 16, dans les premières années, c'est quelque chose dont on ne voit pas, qu'on ne voit pas évoluer significativement. Après, il y a aujourd'hui un certain nombre de recherches, mais elles sont peu consolidées sur le sujet, puisqu'on est encore dans la crise, on n'est pas dans l'après-crise, à part en Chine où dans les transports aériens qu'urbains sont repartis comme il y a 3 ans quasiment pour tout ce qui est trafic intérieur. Sur ce que disent les experts sur ces sujets-là, c'est que on reviendra au niveau précédent d'il y a quelques années, probablement avec un décalage d'autant plus important que la crise durera longtemps. Les effets de type déménagement conséquent des franciliens en région aujourd'hui sont difficilement évaluables, si vous me passez l'expression, quantifiables. Et donc, il n'y a aujourd'hui pas de littérature consensuelle, si ce n'est qu'il y aura un effet, il sera probablement à l'échelle macro de la région relativement limité. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'actualisation de prévision de trafic post-Covid, puisqu'on attend d'être sorti du Covid pour pouvoir recommencer un certain nombre de comptages et de recaler les modèles pour voir quelles sont les évolutions. Patrick, tu as retrouvé ton micro? Oui, j'avais une autre question sur l'avenir. Oui. Le prochain grand projet, ça sera la liaison Paris-Le Havre. Comment allez-vous assurer la liaison entre le GPE et le Paris-Le Havre? Je ne sais pas si j'ai droit à un joker, mais la liaison Paris-Le Havre, c'est la suite d'Éole, c'est ça? Non, il y a un projet de faire du Havre le port de Paris, quoi, avec un TGV qui ferait Paris-Le Havre, etc., dans quelques décennies. D'accord, je vais vous dire des bêtises, je ne connais pas suffisamment le dossier pour. Donc c'est trop prospectif alors. Non, sinon, il y a au niveau de Nanterre, il y a la création d'une nouvelle gare Nanterre-La Folie qui est la sortie d'Éole. Sur Éole, ouais. Voilà, donc le Grand Paris Express se connecte sur la gare de Nanterre-La Folie. Je sais pas vous dire s'il y a j'ai pas entendu parler de réservation particulière à ce niveau-là pour
pour un éventuel la ligne Nouvelle Normandie, comme je ne sais plus quel était son nom. Eh bien, merci beaucoup. On a Je vous en prie. ne pas perdre trop de temps sur le reste de l'après-midi. Un grand merci de la part de la FGC pour votre conférence. Bruno, tu veux ajouter un petit mot? Oui, je remercier Monsieur Alexis de Pomerol, notamment pour avoir présenté cette évolution très, très significative par rapport à l'invitation que nous avions faite il y a 4 ans de Monsieur Philippe Yvain, qui était à l'époque le président du directoire, qui nous avait parlé du projet. Mais là, cette fois-ci, on voit vraiment qu'on est dedans. On est dedans et que ça avance assez rapidement, quoi. Donc, merci encore pour votre présentation. Je vous en prie. Et très bonne assemblée générale à vous. Alors. Merci, à bientôt sans doute, parce qu'il y a encore beaucoup de travaux, comme vous nous l'avez montré. Oui, il reste un petit peu de travail à faire. Très bien. Merci beaucoup, bonne assemblée générale et bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Vous allez vous mettre là, parce que là, comme ça va loin. Bien. Non, mais il y a le problème du micro. Oui, mais on va tourner ton PC. Bon. Ok, donc je reprends la